Avant d'arriver, je me disais, mais la traite, qu'est-ce que c'est finalement? Vous avez donné une très bonne définition. Et puis je me disais, mais dans l'imaginaire collectif, la traite des êtres humains, on pense à l'esclavage, etc. Et je pense que certains d'entre vous reconnaissent Kokenstoff, 1958 quand même. Hein. Alors complètement, j'ai pris celle-ci plutôt qu'un autre qui était vraiment très très colonialiste. Mais j'ai pris ça comme dia pour illustrer le début. J'aime bien, en général, illustrer mes présentations. Alors, ça fait un peu Paris Match, hein, le poids des mots. J'espère qu'il y aura le poids des mots, le choc des photos. Mais je pense que c'est important. Et surtout, moi, je dis ça, donc en fait, je suis médecin, je suis responsable, Michel Betta dit, du réseau Santé pour tous, qui est un peu un réseau au sein des HUG qui fédère les différentes structures qui s'occupent de personnes migrantes et précaires. Mais surtout, je suis responsable d'une structure qui s'appelle le Programme Santé Migrants, au sein d'un service qui est le service de médecine de premier recours, dont fait également partie Emmanuel Lescar, qui parlera après moi. Et ce service de médecine de premier recours, en fait, il a été créé pour offrir des soins de médecine générale, finalement, à des populations précaires, des populations qui ont difficilement accès à la médecine générale pour diverses raisons. Les sans-papiers, par exemple, parce qu'ils n'ont pas d'assurance et que c'est compliqué de trouver un médecin qui accepte de vous prendre sans payer. Les demandeurs d'asile et les réfugiés qui sont les patients suivis au programme Santé Migrants parce qu'il y a la barrière de langue, parce qu'il faut un certain nombre de compétences spécifiques, et, connaître les procédures, ça bouge beaucoup, l'asile, etc. Et puis, Emmanuel parlera de sa structure, c'est pas moi qui vais parler à sa place. Donc, je fais partie de ça. Et puis, là, peut-être ma deuxième spécificité, c'est d'avoir non pas une spécialisation en médecine générale, mais en santé publique. Je suis formée en santé publique et du coup, et j'aurais peut-être à la fois, je vois comme des patients et j'en suis, j'entends les histoires de tous les patients, pas de tous, mais de beaucoup d'histoires complexes de patients qui sont suivis dans notre unité, et l'an passé on a fait à peu près 24 000 consultations entre les médecins et les infirmières, donc on a quand même du volume de consultations. Donc finalement, moi, j'ai voulu intituler cette présentation « Soigner les victimes de traite dans un contexte de médecine de premier recours, pour qui et comment ?» Et on va aller à la suivante. Merci beaucoup. Alors, pour moi, c'était important de revenir à cette définition. Alors, il y avait Hergé, d'accord, vous avez donné votre définition. Elle est finalement ici, c'est pratiquement la même, et c'est la définition selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Et ce qui m'intéressait, c'était de dire, et les mots notamment que j'ai mis en gras, le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement, l'accueil de personnes par la menace de recours ou par la menace de recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, d'accord, par enlèvement, fraude, tromperie, etc., ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. C'est une définition très, très juridique, hein, mais c'est quand même assez explicite. Et puis, on définit ensuite ce qu'est l'exploitation, et j'aime bien le au minimum, et c'est ce qui va ouvrir mon propos après. Au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail, les services forcés, l'esclavage, les pratiques analogues à l'esclavage, les servitudes ou prélèvements d'organes. On va pas en parler, mais c'est vrai qu'il y a de temps en temps des histoires de procès, notamment il y avait eu il y a quelques années un procès assez retentissant avec des médecins turcs qui allaient au Kosovo, qui enlevaient des organes, qui les transplantaient à des gens qui voulaient se faire greffer un foie, un rein ou autre chose en Turquie, plutôt un rein, parce qu'on peut survivre avec un rein, on a plus de peine à survivre sans foie, donc on est là. Et puis vous avez évidemment la définition qui est là. Je vous laisse passer la suivante. Alors, ce qui me paraissait aussi être important, et pour faire le lien avec mes patients, enfin les patients qui sont suivis dans notre unité, les demandeurs d'asile, c'est de se dire, mais finalement, les passeurs, est-ce que ce sont pas des organisateurs de traite? Et je vous laisse regarder cette toute petite vidéo qui dure, je crois, 1 minute et quelques. Alors, commencez. Tout autant que le trafic de drogue, les transports clandestins des êtres humains mobilisent des polices du monde entier. Pour l'ONU, un passeur désigne le fait d'assurer l'entrée illégale d'une personne dans un État afin d'en tirer un avantage financier.
90% des migrants ont recours à un ou plusieurs passeurs. Beaucoup de ces passeurs sont eux-mêmes des migrants qui payent ainsi leur voyage à des organisations. Régulièrement, ces petits employés sont arrêtés. Ils risquent entre 6 mois et 4 ans de prison selon les pays ou les cas. Mais il est rare que les chefs des réseaux soient menottés, comme cela s'est produit au tout début de cette année, avec un Érythréen dont l'organisation s'étendait de la Somalie à la Libye et qui organisait les voyages de milliers d'Africains vers l'Europe. Pour la seule Méditerranée, il y a eu en 2021 123 000 traversées réalisées par des migrants clandestins qui, chacun, aurait payé son passeur entre 4 000 et 6 000 dollars. Des sommes versées en liquide, donc très difficiles à tracer, d'autant que cette criminalité s'est structurée et complexifiée. En France, un réseau de passeurs irako-kurdes a été récemment mis à jour. Il faisait traverser les pays à des migrants vietnamiens dans des camions conduits par des Polonais, direction Calais, pour ensuite se rendre au Royaume-Uni. Ces bandes organisées ont également compris l'intérêt des réseaux sociaux. Comme ici, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, où le hashtag Polero a rencontré un succès énorme chez les candidats à l'entrée aux États-Unis. Polero est une expression espagnole qui désigne le passeur. Ces organisations de passeurs génèrent des bénéfices énormes, 7 milliards de dollars par an, selon les derniers chiffres des Nations Unies. Merci. On retourne à ma présentation. Donc, effectivement, moi, j'avais envie d'élargir le propos parce que des victimes de traite à proprement parler, telle qu'on l'a définie ou telle que vous l'avez définie, et on a quelques patients qui sont au cœur des grottes, on a eu quelques patients qui sont suivis par le service traite, si je peux appeler ça comme ça, du CSP, mais finalement, et je pose la question, on peut aller à la dia suivante, c'est est-ce que finalement, la majorité des demandeurs d'asile hors Ukraine, pourquoi hors Ukraine, et j'aurais dû mettre, enfin bref, il me semble qu'il y a une petite faute d'orthographe, ne sont pas plus ou moins des victimes de traite parce qu'ils ont tous été aux mains des passeurs. Pourquoi j'ai mis hors Ukraine, c'est que vous savez sans doute que pour les migrants, enfin les personnes d'Ukraine qui ont fui la guerre, c'était finalement extrêmement, c'est douloureux de quitter le pays, mais extrêmement simple de venir en Europe. Hein. Il y avait les trains étaient gratuits à partir du moment où on franchissait la frontière, une frontière européenne, enfin une frontière de l'Union européenne. Il y avait même, nous on avait des patients qui arrivaient avec des personnes qui venaient les chercher directement de Suisse. Donc du coup le parcours migratoire, on les faisait pas payer. Et pourtant il y avait une crainte. Hein. Mais je crois qu'il y a finalement peut-être que l'OIM, Madame de l'OIM, vous pourrez nous dire, il n'y a pas eu beaucoup de cas et il y avait une crainte que des jeunes femmes soient exploitées parce que on sait qu'il y a des réseaux de prostitution ukrainiens. Je suis pas sûre qu'il y a eu énormément, mais vous nous redirez. Mais nous, on devait mettre des affiches dans notre service. Mais finalement, on se disait entre nous, mais toutes ces autres jeunes femmes ou ces jeunes gens qui sont passés aux mains de passeurs, qui ont dû payer de leur corps, souvent les femmes, pour pouvoir continuer à pouvoir aller plus loin, etc. Est-ce que finalement, ce ne sont pas des victimes de traite au sens large? Moi, j'en suis persuadée, mais je pose la question. Je voulais aussi partager avec vous cet article qui est paru récemment dans la revue Le Lancet, qui est une revue médicale qui date de plus de 200 ans, qui est très prestigieuse, qui est signée de Didier Fassin, dont vous avez peut-être déjà entendu le nom. C'est à la fois un médecin et un sociologue qui est professeur actuellement au Collège de France, mais aussi dans une université américaine. Et il a signé ce papier, donc je pense que vous lisez tous plus ou moins l'anglais. Hein. La violence aux frontières, c'est une problématique de santé publique. Alors, d'une part, j'aime bien Didier Fassin, j'ai beaucoup aimé les livres qu'il a écrits, et d'autre part, comme spécialiste en santé publique, ça me touche particulièrement. On peut aller pour la suivante. Voilà, et donc l'illustration c'est ça, et il décrit un certain nombre de cas, et je voulais vous décrire un cas de cette très courte présentation, j'avais oublié au papier. Donc il a fait 90 entretiens, Didier Fassin et sa collègue Anne-Claire Desfossés ont fait 90 entretiens à la frontière à Briançon en fait, qui est un des lieux de passage entre l'Italie et la France. Et donc ils ont collecté 90 biographies. Et il dit, je prends l'exemple d'un homme du nord du Nigeria qui raconte qu'il avait quitté son pays 2 ans avant, donc 2 ans avant pour arriver à la frontière de Briançon, après une attaque du groupe terroriste Boko Haram, qui avait décimé sa famille. Alors il dit, dans le Sahara,
Le pick-up qui transportait les 24 passagers s'est cassé. Pendant 3 ans, pas 3 ans, mais 3 jours, ils ont été laissés sans eau et j'imagine sans nourriture. Il était avec son enfant. L'enfant est mort il y avait un bébé de 2 mois. Le bébé est mort évidemment de soif. À 2 mois, on tient pas 3 jours. Plus tard, il a été aux mains de ces gangs en Libye. Vous avez peut-être entendu parler de ces gangs de passeurs en Libye qui prennent les gens, qui les capturent, qui les maltraitent et qui les maltraitent en direct et qu'on peut dire qui les torturent en direct pour racketter les familles. Et finalement, les familles, torture en direct. Et puis, c'est des réseaux. Vous avez vu tout à l'heure, on a dit quoi, 7 milliards, c'est extrêmement subtil parce qu'on ne demande pas des 1000 et des 100 aux familles. On dit rassembler $2000. $2000, toute la famille se cotise, on y arrive. Mais fois X, on parvient à des sommes aussi importantes. Après, il dit, c'est un des geôliers l'a poussé contre le sol, il s'est cassé la jambe. Pendant 2 mois, il avait extrêmement mal, mais il n'a jamais pu aller à l'hôpital. Et puis, voilà, et puis finalement, ça s'est réparé tout seul, mais il a une patte de travers, etc. Donc, vous voyez, les récits, c'est ça. Et finalement, cette personne-là, ce monsieur, je pense pas qu'il va pouvoir dire qu'il a été victime de traite. Très probablement, il demandera l'asile en France. Est-ce qu'il aura l'asile comme Nigérian? Encore faut-il qu'il prouve que sa famille a été décimée par Boko Haram, et c'est pas certain. Actuellement, la Suisse, par exemple, pour les Nigérians, il y a très peu de renvois, il y a très peu d'acceptation de personnes du Nigeria. On considère que c'est un peu le bazar au Nigeria, mais ma foi, pas plus que ça. Peut-être qu'en étant victime de Boko Haram, mais il va falloir le prouver. Donc vous voyez, on est là-dedans, dans un setting où finalement, il y a des victimes de traite au sens légal du terme tel qu'on peut le défendre, et vous faites un excellent travail au CSP et avec toute la coordination victimes de traite dans le canton et en Suisse d'une manière générale. Mais finalement, et moi j'ai vraiment envie de partager ça avec vous, je pense que les victimes de traite, ce sont aussi les demandeurs d'asile et qui vont pas être jugés en tant que tels ou considérés, leur demande d'asile va pas être considérée à cette aune-là. La suivante, s'il vous plaît. Se dire aussi que, effectivement, ce parcours de ces demandeurs d'asile qui sont aussi victimes de traite, il est très dépendant de la géopolitique. On a vu quand même que, et je trouve que c'était tellement bien, pour ces patients ukrainiens qui arrivaient, ils pouvaient arriver en moins de 48 heures, ils étaient de l'Ukraine en Suisse, dans un pays d'Europe, et ça permettait vraiment de pouvoir prendre en charge les problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou mentaux, de manière précoce, et ça c'était une très bonne chose. Par contre, quand on met 2 ans, et on va en parler avec Emmanuel, on a déjà quitté son pays parce que c'était Boko Haram, on est déjà traumatisé. On a son bébé de 2 mois qui meurt dans le désert, on est retraumatisé. On est pris par les Libyens, on est retraumatisé. Et puis au bout de 2 ans, on arrive et on vous dit non mais finalement monsieur, back to Nigeria. Et donc là, on va pouvoir parler de ce stress post-traumatique complexe dont je crois que tu vas parler, Emmanuel. Et c'est là aussi où j'aurais voulu faire le lien avec vous en disant le stress post-traumatique, il y a plusieurs degrés. Et finalement, on ne traite pas de la même façon un stress post-traumatique complexe qui a des symptômes beaucoup plus complexes c'est le cas de le dire, à traiter, que quelqu'un qui vient d'arriver d'Ukraine, qui a expérimenté des bombardements, mais qui finalement tout à coup arrive en Suisse, a de la sécurité. Vous vous souvenez que c'était welcome pour tous les Ukrainiens, et encore une fois, je trouve ça fantastique, et j'aurais aimé et j'aimerais encore que ça se passe pour tous nos requérants d'asile. C'est pas forcément le cas, c'est un petit peu moins le cas aussi maintenant pour les Ukrainiens, parce que la solidarité finit un peu par s'épuiser. La suivante, s'il vous plaît. Je vous ai dit que c'était Paris Match, mais voilà, pour vous dire que le choc des photos, ça c'est Lesbos en 2015, d'accord? Et vous voyez l'île de Lesbos qui a pourtant un nom qui fait rêver, et je crois que c'est encore une très belle île, mais il y a des parties de l'île qui sont vraiment, c'est un camp de migrants à ciel ouvert avec des déchets qu'on n'arrive pas à évacuer, etc. Et donc vous pouvez imaginer que quelqu'un qui a déjà été traumatisé parce qu'il a été aux mains de passeurs qui l'ont fait arriver finalement jusqu'à Lesbos, et même s'il a failli se noyer, d'être là-dedans, ça va pas améliorer le stress post-traumatique, d'autant plus que il y aura peut-être une tente de Médecins sans frontières ou un porte-à-cabine de Médecins sans frontières, mais il n'y aura pas des soins fantastiques. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, ça vous vous souvenez, cette photo, peut-être? Des gens qui essayent de monter dans un avion en grappe, comme ça vous dit quelque chose? Kaboul, 2000.
21, chute de Kaboul. Et donc, vous voyez, ces Afghans qui n'ont pas pu monter, et il n'y en a pas beaucoup qui ont pu monter, ils mettent 2 ans à arriver chez nous. Et je peux vous dire que des mauvais traitements liés aux passeurs, au fait qu'ils s'arrêtent en Iran, ils vont travailler au noir dans des conditions pas possibles en étant complètement exploités, et c'est de l'exploitation. J'entends, ils mettent 2 ans à arriver, et leur stress post-traumatique, effectivement, va être extrêmement important et pas toujours facile à soigner. Et puis, malheureusement, on se retrouve dans la situation qu'on évoquait tout à l'heure. Si par hasard leurs empreintes ont été prises en Croatie, alors même que potentiellement ils ont pu être maltraités à la frontière, je vous renvoie à l'article de Didier Fassin. On dira non, mais votre demande d'asile, c'est pas nous, retournez en Grèce, monsieur. Donc pas en Grèce, mais en Croatie ou ailleurs. La suivante. Voilà. Et puis, vous vous rendez compte, effectivement, et tout récemment, on se retrouve, vous avez entendu Lampedusa, c'était quoi, il y a 3 semaines, on l'a déjà oublié parce que maintenant, il y a une guerre ailleurs, etc. Mais on se retrouve vraiment dans ce genre de situation. Et vous voyez, pour moi, encore une fois, c'est pas vraiment pour faire Paris Match, et je vous rassure, je ne lis pas Paris Match, mais je pense que ces photos, on doit les garder en tête. Et nos patients, c'est important qu'on ait, moi je dis à mes internes, ayez ces images en tête, parce que c'est ça que les gens ont vécu. Et si vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu, ils vont pas forcément vous le raconter. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est trop dur de raconter. On n'a pas envie de raconter parce que on se le rappelle, et moi j'ai pas envie de... C'est comme un enfant, il veut pas vous raconter les cauchemars parce que non, j'ai trop peur, donc je mets la tête sous l'oreiller, mais c'est pas comme ça que ça marche. La suivante. Et la dernière, ça c'est l'Arménie. Alors là, ils vont par leurs propres moyens, mais vous voyez, on est dans ces situations. Et donc, si on parle de toutes ces situations, finalement, ce que j'aurais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que je pense que des victimes de traite, mais il y en a bien plus que tout ce qu'on évoque jusqu'à présent et tout ce que les organismes officiels évoquent à présent. La suivante. Voilà. Après, voilà, je vous ai dit. J'ai encore 3 minutes, ça va aller. Je l'ai pas payé, hein. Il est gentil avec moi. Je pense que ce qui est important, je vous ai dit que j'étais spécialiste en santé publique, et puis mon cadre conceptuel, donc c'est les migrants dits vulnérables, parce que quand on parle de migrants, on sait jamais trop qui on parle, hein. À Genève, il y a 40% d'étrangers, est-ce qu'il y a 40% de migrants? On n'en sait rien, mais moi je pense qu'il faut plutôt parler, quand on parle de la santé des migrants, on parle plutôt de la santé des migrants les plus vulnérables, les sans-papiers, les demandeurs d'asile, les personnes victimes de traite qui sont pas dans la demande d'asile, etc. Et puis l'objectif en termes de santé publique, c'est de se dire qu'on va essayer de diminuer l'excès de mortalité et de morbidité. Donc ça veut déjà dire qu'on pense que peut-être que les migrants, ils ont plus de problèmes de santé, et notamment les vulnérables, que d'autres. On va essayer de penser, et c'est ce que je vous disais avec mes photos et mes internes, je leur dis mais pensez aux risques associés à la migration et aux risques de santé associés à la migration. Ça peut être des violences sexuelles, ça peut être le fait que les gens n'ont pas eu assez à manger, ça peut être le fait qu'il y ait, surtout simplement sur le plan somatique, un risque de tuberculose beaucoup plus important, un risque de parasitose plus important. Essayer de réduire l'inéquité en santé et faciliter l'accès aux services de santé. On est vernis au HUG, nous avons des structures, et on remerciera, sincèrement, moi je suis très fière, et je le dis pas par flagornerie, mais de travailler au HUG, et qu'on me donne les moyens de travailler avec des migrants précaires, qu'on me donne des moyens d'avoir des interprètes, même si ça coûte un saladier d'or à l'hôpital d'avoir des interprètes, de manière à pouvoir travailler correctement avec nos patients migrants. Et je pense que Emmanuel, tu partages sûrement cet avis également. Et puis d'essayer de faire en sorte, et c'est un peu du patient advocacy, de défendre les droits des patients, non pas en tant que juriste, mais en tant que professionnel de santé, de manière à ce que ces patients puissent avoir tout simplement le droit à être dans le meilleur état de santé possible. La suivante. On va passer ça. Attendez, on peut y aller, on avance parce que sinon on n'a pas fini. Se dire aussi, là, de nouveau, avec mon œil de spécialiste en santé publique, que la santé, c'est un droit fondamental. On est bien tous d'accord, c'est important, hein. Mais finalement, c'est aussi un droit inclusif, parce que on pourrait avoir un excellent accès à la santé. Tout le monde peut venir à l'hôpital, c'est open bar, c'est free. Le problème, c'est que nous, comme médecins, et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, si on ne peut pas offrir, alors
En l'occurrence, un accès à de l'eau potable, de la sanitation, etc. Ça, on a dans les foyers de requérants d'asile, de la bonne nourriture, de la nutrition correcte. Un requérant d'asile, il a 450 francs par mois à Genève pour se nourrir. Et ça, c'est la même somme depuis 10 ou 15 ans. Et avec l'inflation, enfin, c'est déjà pas facile avant, mais c'est encore moins facile maintenant. Et puis, il faut quand même payer un abonnement Internet pour son téléphone pour être en contact avec la famille. Avoir des occupations qui favorisent la bonne santé, des bonnes conditions environnementales. Et encore une fois, j'entends nos partenaires, que sont les responsables de l'Hospice Général, se bagarrent jour et nuit pour essayer de trouver des hébergements corrects pour les demandeurs d'asile. Et c'est compliqué. Vous le disiez tout à l'heure, quand on quitte le cœur des grottes, peut-être qu'on va qu'il y ait une sorte de cocon comme ça, où on est bien environné, on est dans un environnement extrêmement, je dirais, protecteur, bienveillant. Si on se retrouve dans un foyer de requérants d'asile de 500 places, ça sera beaucoup moins vécu comme protecteur, ça sera pas malveillant, mais en soi, ce sera pas extrêmement bienveillant. Et puis évidemment, avoir accès à des informations d'éducation à la santé, etc. Donc vous voyez, finalement, nous, on se bat pour la santé de nos patients, mais il y a plein de points, et notamment actuellement, tout ce qui concerne le logement, qu'on n'arrive pas à régler en tant que médecin, parce que ça dépend pas de nous. Mais on sait très bien que quand on est à 4 dans une chambre et que c'est même pas des gens qu'on connaît, les gens dorment pas de la nuit parce qu'ils sont inquiets de ce qui peut se passer, etc. La suivante, s'il vous plaît. On va avancer. Non, mais là, on recule, là, il me semble, non? Je vais bien. Je veux pas abuser non plus. Voilà, avancer encore. On va y aller. Voilà. Et peut-être, et ça sera mon avant-dernière dia, se dire que les besoins de santé des migrants les plus précaires, et en l'occurrence des réfugiés qui sont ceux que je connais, ils sont vraiment conditionnés, comme j'ai dit tout à l'heure, à différents éléments. La phrase pré-migratoire, et vous voyez effectivement, les gens peuvent avoir été déjà. Et souvent, s'ils quittent leur pays pour aller demander l'asile ailleurs, c'est que c'est pas par plaisir, c'est pas pour le plaisir d'aller travailler, c'est qu'ils sont maltraités, torturés, etc. Il peut y avoir des problématiques épidémiologiques. Nous, on est beaucoup plus attentifs, par exemple, à la tuberculose chez les migrants africains subsahariens que chez les Ukrainiens, notamment. Des problématiques de linguistique et culturelle. Pendant la phase de mouvement, donc la phase, le parcours migratoire, de la violence, l'exploitation, on est en plein dedans. Et à l'arrivée, évidemment, leur statut et leur bien-être finalement, va dépendre des politiques migratoires de chaque pays. Quand on vous dit, non, vous retournez en Croatie, oui, mais là, j'ai été tapée par des gardes frontières croates, ma femme a été violée, etc. Finalement, on dit, oui, ok, mais c'est la Croatie qui doit traiter votre demande d'asile. Donc, c'est problématique. D'accord. La phase de retour, on s'en occupe pas. Et puis, on va avancer encore. Je veux pas peut-être se dire que sont les problématiques de santé, les challenges de santé pour ces réfugiés, ces demandeurs d'asile. Donc, ça, c'est tiré de la British Medical Association, se dire effectivement là on est en haut à droite dans le mental health and specialist support, mais on a aussi effectivement en tant que médecin généraliste que je ne suis pas mais que mes collègues sont, penser aux maladies transmissibles et surtout quand il y a un environnement de logement qui est très communautaire comme ça. Pensez à ce qu'on fait pour des femmes qui peuvent être enceintes, qui ont eu zéro contrôle. Moi, je faisais une femme qui avait découvert qu'elle était enceinte de jumeaux et qu'elle avait l'HIV. C'était à 8 mois de grossesse et elle avait eu aucun contrôle avant. Une jeune femme érythréenne, donc c'était vraiment compliqué. Et puis effectivement aussi tout ce qui concerne les maladies chroniques. Vous savez que c'est vraiment la nouvelle épidémie, les maladies chroniques comme le diabète, etc. Où si les gens et on a eu ça beaucoup avec les réfugiés qui venaient de Syrie, y compris avec des passeurs, ils avaient pris 15 jours de traitement avec eux, mais ils arrivaient complètement hypertendus ou leur diabète déséquilibré parce que finalement ça avait duré 2 mois et qu'ils n'avaient pas accès à ça. La dernière, voilà. Donc, le focus, je peux en parler puisque c'est ton job et tu vas nous parler du stress post-traumatique chez les migrants. Encore une. Voilà. On va pas parler de ce qu'on fait parce que j'en ai déjà parlé. Avancer encore. Il y a juste quelque chose que je voudrais dire. Pardon. Mais, voilà. Vous voyez, les conditions de logement, encore une fois, Paris Match, mais selon que vous êtes hébergé dans ces conditions à droite sur l'écran, ça c'est pas l'expo à gauche, ça va pas être la même chose de soigner son stress post-traumatique. C'est clair qu'on peut avoir le même stress post-traumatique, les mêmes symptômes, la même gravité selon qu'on est dans un environnement, dans une famille bienveillante, etc. Ou dans cet environnement-là. Et là,
voyez, quand vous disiez mais qu'est-ce que je peux faire moi? Alors on va pas vous demander de prendre quelqu'un chez vous, mais ça peut être surtout pour des gens qui n'ont pas des symptômes, enfin qui ont un stress post-traumatique relativement peu symptomatique, le fait de dire bonjour, d'aller dire on va se promener au bord du lac, je vous fais visiter Genève, à mon avis, ça contribue, ça contribue à alimenter ce dont on va parler, je pense, à la dia d'après. Là, alors, encore, c'est encore la suivante, ou encore la suivante, encore, voilà, on a parlé d'équité, voilà, la résilience. Hein. Et je pense que cette résilience, vous connaissez tous cette notion de résilience, moi je pense que nos patients, c'est les champions de la résilience, je le dis toujours à nos internes. Simplement, la résilience, c'est pas juste de dire oui, vous êtes résilient, ça va aller, un petit moment, c'est un peu dur à passer, mais ça s'arrose, ça se nourrit et ça s'entretient. Et pour ça, je pense qu'effectivement, on a besoin d'avoir des professionnels, mais la société civile, alors, je pense que cette photo à gauche, elle est complètement montée, mais vous voyez, c'est la légende, c'était une dame syrienne qui arrive, le bébé faisait que de hurler, elle en pouvait plus, elle était épuisée, et 3 vieilles dames grecques, gentiment, prennent le bébé, lui préparent un biberon, et elle dit Alléluia, enfin, ou elle dit Hamdoulillah. Mais je pense que c'est un photomontage, mais c'est quand même une jolie photo. L'art, enfin, on a l'art-thérapie, ça peut contribuer. Alors c'est Al Weiwei sur une Y également. La thérapie par l'art, ça peut. Alors évidemment, c'est pas d'emmener les gens au musée qui vont leur faire du bien, mais vous savez tous que voir du beau, enfin, le beau fait du bien. Et c'est clair que si on est à Palexpo, le beau, il est pas là tout de suite. Donc peut-être que vous pouvez emmener les gens au bord du lac, voir un lever de soleil. Ce que je fais tous les matins à vélo, et moi, ça me fait du bien. Et je suis sûre que ça fait du bien à plein de gens. Et la suivante. Voilà, et puis, vous voyez, le soutien de la société civile, se sentir soutenu, ça fait aussi du bien. Et puis, je pense qu'on va passer à la dernière maintenant. Voilà, et encore une. Bon, ça, c'est les femmes. Et alors, je suis pas spécialement pratiquante, mais je pense qu'actuellement, la seule personnalité politique, si on peut dire les choses comme ça, qui est le pape. Là, c'était Lesbos. Vous avez vu encore récemment ses prises de position à Marseille, etc. Je pense qu'on a besoin d'un soutien politique. Alors évidemment, c'est plus facile pour le Vatican parce qu'il reçoit pas des milliers de migrants à sa frontière. Et puis, il va pas y avoir d'extrême droite au Vatican. Enfin, peut-être qu'à la Curie, il y a des cardinaux qui sont plus à droite que d'autres. Je vais pas m'aventurer sur ce terrain extrêmement glissant et que je connais extrêmement mal. Mais je pense que c'est important qu'il y ait aussi une forme de positionnement politique, et ce positionnement politique, il vient aussi de la société. J'entends, si on a 30% de personnes qui votent pour le Rassemblement national en France ou l'UDC ici, on a des élections ce week-end, on va voir. Et qu'est-ce qui fait que on se fait rarement élire sur une position politique pro-migrant? Parce que, j'entends, c'est vrai qu'on préfère rester chez soi plutôt que d'aller voir les autres personnes. Je vais m'arrêter là parce que j'ai largement dépassé, je m'en excuse, mon temps de parole. Et voilà, et je vous remercie beaucoup de votre attention. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Giulio. Et je suis sûr qu'il y a des questions. Alors, soit des questions publiques, soit des questions après pendant la pause. Mais là, de toute façon, ce qu'on pourrait faire, c'est... Est-ce que vous avez une question maintenant que vous m'avez posée? Oui, Madame Potowski. Plutôt une réaction, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui m'interpellent aussi. Comme je travaille pour l'Organisation internationale pour les migrations, je voulais confirmer votre sentiment. Il y a eu des études qui ont été faites aussi par l'OIM sur la route migratoire par la Méditerranée, avec aussi des entretiens à l'arrivée en Italie. Et puis on avait le résultat principal, c'était que 9 migrants sur 10 donnaient des indices d'exploitation. Si on posait des questions un petit peu sur leur parcours migratoire, on avait vraiment une très grande prévalence d'indices d'exploitation, qui ne veut pas dire qu'il y a traite des êtres humains à proprement parler, selon la définition qui est relativement complexe, mais par contre c'est vrai que pour des gens qui sont arrivés avec des passeurs, quand il y a des indices d'exploitation, en général, on est vraiment très proche d'une situation de traite des êtres humains. Tant qu'il n'y a pas de canaux de migration de façon régulière, on pousse effectivement les gens à faire appel à ces réseaux de passeurs et on les met en danger beaucoup parce qu'on
maintenant c'est connu aussi qu'il y a tous ces modes d'exploitation, donc c'est vrai que c'est un problème effectivement aussi politique et de société, parce que justement surtout dans un pays comme la Suisse où actuellement il y a un manque de main d'œuvre qui est avéré, c'est dommage de pas de pas pouvoir, de pas se donner la possibilité de régulariser l'arrivée de certaines personnes qui en ont besoin et de pouvoir par la suite leur donner un travail, etc. Enfin, donc c'est vrai que ça c'est une des problématiques. Et puis par rapport aux chances qu'ont ces gens dans le cadre de la procédure d'asile, ou alors à la possibilité de détecter la traite au cours de la procédure d'asile. Je voulais mentionner, il y a aussi Mimosa qui fait partie, il y a un groupe de travail en Suisse, donc dans le cadre de la coopération contre la traite, qui est géré par FedPol. Il y a un groupe de travail spécifique sur la formation, où on réfléchit vraiment sur tous les besoins qui existent en formation pour essayer de sensibiliser au plus sur la thématique de la traite. Et le SEM a fait beaucoup d'efforts ces dernières années déjà dans ce domaine, et il prévoit d'intensifier les formations à la fois de leur personnel et aussi de tout le personnel qui est dans les centres pour les requérants d'asile. Et ça, je pense que c'est quelque chose de primordial, parce que tant qu'on n'a pas une bonne sensibilité et du personnel formé, on n'arrive pas à identifier les cas de traite en tant que tels, et du coup, les personnes n'ont pas accès à leurs droits. Donc effectivement, vont certainement avoir une décision négative dans le cadre de la procédure, puis qui va être suivie d'un renvoi d'un moment, et du coup, elles n'auront pas du tout accès à leurs droits. Et c'est pour ça que j'ai quand même un peu espoir dans le futur qu'on arrive à avoir plus de détection et de prise en charge dans ce domaine-là. C'était juste un peu une réaction sur plusieurs points que vous avez mentionnés, parce que je trouve que c'était très très intéressant et riche. J'aimerais aussi compléter un peu si je peux. Je vous rejoins tout à fait sur le fait qu'il faut absolument une prise de conscience politique de manière générale sur la situation des migrants, leur parcours souvent très traumatisant. Ça, je partage tout à fait cet avis. À Astrée, on suit une centaine de victimes de traite par année. On détecte une trentaine environ chaque année, surtout dans le canton de Vaud, aussi après en Suisse et dans d'autres aussi pays européens. Et c'est vrai qu'on retrouve, suivant les points de départ, des parcours qui sont assez similaires, qui sont évidemment extrêmement durs à entendre, sont complètement affreuses. C'est tout à fait on l'a aussi montré et illustré. Par contre, j'aimerais quand même appuyer sur le fait que pour les victimes de traite, si le parcours peut être un peu différent, la finalité, elle est quand même différente de personnes qui auraient un parcours de migration, mais sans une finalité d'exploitation finale. Je trouve que la définition de la traite, elle est très claire, parce qu'en fait, dès le début, dès le recrutement, qui est donc une partie de la définition dans les actions, il devrait déjà avoir une idée, en tout cas un but d'exploitation qui est déjà dès le recrutement pour la finalité. Ce qui se passe entre les deux, c'est souvent un parcours migratoire très, très, très compliqué. Et aussi ces moyens de contrainte qui sont utilisés, qui sont aussi un peu différents parfois des personnes qui migrent dans des conditions horribles, parce que pour rester dans l'exploitation, il y a des moyens de contrainte qui vont être utilisés, qui vont être très très durs. Et c'est un peu une différence aussi en comparaison des personnes qui arriveraient par exemple en Suisse après un parcours compliqué. Et aussi dans cette finalité, je trouve que ça permet aussi de replacer un peu notre responsabilité au niveau de la Suisse. Qu'est-ce qui permet encore aujourd'hui en Suisse, au niveau structurel, qu'on puisse exploiter des personnes. Et je pense que d'identifier clairement qu'est-ce qu'une victime de traite, ça permet aussi de répondre à cette problématique et de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant au niveau politique, au niveau économique, etc. pour réduire les risques, réduire peut-être les victimes dans la suite. Donc voilà. Merci, Joseph. Encore un autre. Si vous voulez bien, ça sera maintenant. Peut-être que, soit si vous voulez ajouter un commentaire à ce que vient de dire Mimosa Colcola qui est illustré, ou. Non, merci.